Voilà, excusez-moi, c'est notre société. On est une petite société créée en 1993 à Wonay et aujourd'hui on est devenu indépendant. C'est un petit groupe, on a créé un petit groupe où on a des partenaires plutôt que des employés. Bon, surtout à Genève, à Lausanne, Delémont et aussi à Saint-Gall, de l'autre extrémité de la Suisse. Alors le petit groupe est là, vous voyez, on a une partie de quelques nations qui travaillent essentiellement dans l'informatique. Au début, on était des mécaniciens, mais comme à Genève, il n'y a plus de marché, il n'y a que l'horlogerie, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'est orienté vers le bâtiment. Aujourd'hui, on sert le milieu du bâtiment, les architectes et les ingénieurs civils. Et aussi, on continue à travailler beaucoup dans la mécanique au niveau recherche. Donc on a 15 projets européens à ce jour. Donc aujourd'hui, on a 6 en cours. Pour un petit groupe, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et une petite société qui est un petit peu en suspens aujourd'hui, parce qu'on a eu l'opportunité de fabriquer à bonne mesure pour le groupe Hexagon. Et la dernière nouveauté, on fabrique aussi des vélos électriques. Quand je dis on fabrique, on est filiale d'un groupe chinois qui fabrique des vélos électriques. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'on crée une association, et je vous invite à nous rejoindre dans le cadre de ces associations, parce qu'on veut petit à petit que tous les projets de recherche basculent dans l'association, et l'association, on soutient pour faire les projets, celui qu'on soutient aussi au niveau de l'exécution, c'est qu'on participe au projet avec vous. Dans les sujets qui nous concernent et où on peut apporter des compétences, hein. C'est clair qu'on ne peut pas faire tous les sujets possibles. Alors l'essentiel de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est justement le topic usine du futur, factory of the future. L'usine du futur, quels sont les défis? Donc, vous avez vu dans notre invitation, j'ai mis ces triple bottom line, hein, comme on dit en anglais ou en français, c'est ça le modèle idéal. Mais comment transposer ce triple bilan à l'usine? On sait que le triple bilan, triple bottom line, c'est les personnes, la planète. La planète doit être écologique et propre, etc. Et le profit, il ne faut pas oublier, puisque une entreprise, c'est pour faire de l'argent. Et maintenant, si on regarde au niveau des piliers de l'entreprise, la performance, on doit penser performance au niveau des êtres humains. Ce n'est pas les machines, bien sûr que les machines, vous pouvez avoir des machines plus performantes, mais si vous avez personne pour piloter la machine ne reste pas performante. Donc c'est l'être humain qui est le facteur de la performance dans une usine. Et question de profit également, on oublie dans nos sociétés occidentales que la machine à sous, c'est le produit, ce n'est pas les banques. On ne peut pas fabriquer de l'argent à partir du papier, on peut le faire évidemment, mais ça ne représente rien. Mais ce qui génère la vraie richesse, c'est un produit. Donc, si on veut parler de profit, le profit doit venir d'un produit qui est de qualité, qui est vendable, etc. Et si on parle planète, on doit penser process. Le mot process en anglais n'est pas tout à fait juste dans le sens, je préfère utiliser le mot procédé en français. Hein, parce que process, c'est la manière comment on fait les choses, alors que le procédé, c'est la méthode de transformation de la matière, etc., pour fabriquer les choses. Donc, si on a des procédés qui sont propres, forcément, on tient compte de l'avenir de notre planète. Voilà, l'usine du futur, autre question. L'industrie construit-elle l'avenir et la richesse et lequel? Ça, c'est la question dont j'invite les spécialistes, les patrons d'entreprise et les politiciens en Occident de réfléchir à ça, parce qu'on a perdu en Occident cette richesse. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la richesse de la Chine, c'est grâce à la fabrication. Les banques sont venues après, mais c'est grâce à la fabrication que la Chine est devenue un acteur majeur de l'économie. Et il ne faut pas perdre de vue aussi qu'on sera 9 milliards dans peu de temps. Je ne serai plus là, certains d'entre vous non plus, puisqu'on sera peut-être au paradis ensemble, mais à l'horizon 2050, on sera 9 milliards, c'est quand même énorme. Comment trouver les ressources pour nourrir, servir ces 9 milliards?
La question, c'est un petit peu provocateur ce que je dis, avons-nous vraiment envie d'industrie en Suisse ou en Europe de l'Ouest? Je précise aussi parce que j'ai eu l'occasion de visiter l'Europe de l'Est, entre guillemets, ces dernières années, et la mentalité est complètement différente. Les pays européens de l'Est sont très portés sur la fabrication de l'industrie, depuis les universités jusqu'à l'économie. Alors, comment conjuguer concurrence mondiale et commerce équitable? Ça, c'est aussi la question clé qu'on devra se poser, y compris dans le cadre du projet européen, parce que dans le cadre du projet européen, on doit aussi penser sociétal, penser comment organiser la société de demain. Et nous, ce qu'on ramène à ça, c'est un dénominateur commun de tous les aspects, c'est le défi numérique. Vous savez que 50% des métiers en 2025 sont parfaitement méconnus aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est aussi plusieurs économistes renommés. Et donc, beaucoup de métiers qu'on va réinventer, et surtout dans l'industrie. Les US, les États-Unis ont un avantage crucial sur le monde, sur le reste du monde, grâce à leurs infrastructures numériques. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose à prendre en compte. Aujourd'hui, en Europe, il y a très peu d'infrastructures numériques. Et l'infrastructure numérique, c'est aussi de la mécanique. Il faut des machines, il faut des refroidisseurs, etc. Ce n'est pas uniquement de l'informatique. Donc, en résumé, nous avons besoin d'une industrie manufacturière. Et l'industrie manufacturière, c'est très important parce que, comme dans le terme européen qu'on l'utilise, la Commission européenne l'utilise, c'est une enabling technology. C'est la technologie qui permet l'évolution des autres technologies. Les autres technologies de la santé, de la sécurité, pour faire un Gripen, il faut avoir une bonne usine. L'alimentaire, comme Nestlé, c'est aussi la mécanique, l'industrie, les process, procédés, etc. L'énergie, l'habitat, les loisirs, la communication, etc. Donc voilà, la liste n'est pas exhaustive. Alors, l'usine future, vision globale. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est que nous, on pense que l'usine du futur, la vraie révolution, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le défi numérique. Comment gérer le process, pas le procédé. Le procédé, bien sûr, avance, mais un des bottlenecks ou l'obstacle aujourd'hui, le majeur ou bien un facteur qui nous permet d'évoluer, c'est utiliser les connaissances, la technologie de l'information de manière à partager toutes ces connaissances entre les différents acteurs du marché. Et vous voyez ici les acteurs du marché qu'on voit déjà. Il y a aussi les smart grids proposés par les fournisseurs d'énergie, etc., jusqu'aux constructeurs de machines. Donc tout ça, il faut que ça communique à travers un modèle numérique, pas forcément unique, mais interopérable. Donc là, je vais revenir aussi après. Alors, quand on parle de l'usine du futur, on peut aussi parler d'Obama. Vous savez qu'Obama, l'année passée, a décrété au peuple américain que l'usine du futur est devenue un sujet primordial pour les États-Unis. Donc, Obama a lancé tout un programme de développement, de recherche, et tout ça. Il a décrété aux États-Unis d'investir massivement pour créer les NNMI, c'est National Network of Manufacturing Innovation. Donc, c'est vraiment un projet national. Et à côté de ces NNMI, il a le MEP. Donc, le MEP, c'est Manufacturing Extension Partnership. C'est-à-dire qu'il propose des partenaires avec l'industrie privée, etc. Donc, en gros, ça veut dire quoi? C'est des instituts privés, publics, pour faire de la recherche, pour faire de l'innovation, pour booster l'industrie manufacturière. Une autre vision d'Obama, les impacts, comme vous voyez, c'est pour la santé, le bien-être de la population, l'écologie. On parle beaucoup de l'écologie, mais on oublie que l'écologie, si on veut construire une planète durable, on a besoin des bonnes techniques de fabrication. Il ne faut pas oublier qu'un tiers, je suis entrer dans les détails, un tiers de la pollution provient de l'industrie, un tiers de la pollution provient de la mobilité, du transport, et l'autre tiers provient du bâtiment. Donc c'est les trois piliers de source de consommation d'énergie et dégagement du CO2. Voilà, c'est un petit peu, je vais vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps.
Et là, je vous montre les changements technologiques vus par les économistes, hein, selon McKinsey. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que les économistes, ils voient les choses comme une photo, mais ils ne comprennent pas ce qu'il y a derrière la photo. J'espère qu'il n'y a pas d'économistes qui... J'essaie de raisonner en tant qu'ingénieur. Donc là, c'est vu par les économistes, il y a 12 domaines qui provoquent le changement de notre société, du domaine technologique. Mais là où je suis moins d'accord, c'est qu'ils ne voient pas la source de ce que j'ai dit tout à l'heure, les enabling technologies. Une technologie permet d'évoluer l'autre. Bon, en gros, vous avez Internet mobile, Internet des objets. Ça, c'est quelque chose de très important. La robotique avancée, les génomiques, le 3D printing, ça aussi, c'est un terme à la mode, tout le monde en parle. Les projets de nouvelles exploitations de ressources énergétiques, l'automatisation des processus de travail basés sur le savoir, la technologie du cloud, etc. Alors, qu'est-ce que j'entends en ces termes-là? Pour moi, pour nous, en tout cas, dans notre groupe de réflexion, c'est ces domaines-là qui touchent l'usine du futur. Donc, mobile Internet, forcément, aujourd'hui, dans le processus, quand on parle de l'usine du futur, c'est au sens large, de servir les clients en même temps. Le mobile Internet, c'est quelque chose extraordinaire pour justement provoquer aussi un autre terme à la mode, répondre aux besoins de la consommation. Le consommateur, c'est plus un simple consommateur, il interagit avec vous pour définir les objets de demain. Internet of Things, c'est quelque chose aussi de très très important aujourd'hui, parce que la machine-outil ne sera plus une machine comme aujourd'hui, mais ça sera un périphérique ordinateur, voire même c'est un objet communicant. Et dans ce cas-là, l'Internet of Things transforme la nouvelle génération des machines-outils en objets communicants, comme tout autre objet que vous aurez aussi dans votre maison, le frigo, etc. Et ça permet aux machines de communiquer ensemble et d'interagir et d'optimiser. Là, c'est aussi un autre sujet. Voilà, c'est juste pour vous montrer quelques domaines. Cloud technologie, c'est aussi quelque chose de très important, évidemment, mais aujourd'hui, les grands groupes, vous allez entendre parler Airbus, tout ça, les grands groupes se méfient encore de cloud technologie, mais c'est quand même la technologie, que ce soit un cloud public ou privé, peut-être les grands groupes sont allant plus vers les clouds privés, mais ça reste la même technologie. Voilà. Un petit mot sur le 3D printing. Tout le monde en parle. Il ne faut pas oublier que le 3D printing, les premières machines existent depuis 20 ans. Et le 3D printing doit rentrer dans le processus de fabrication, sinon ça reste un procédé de fabriquer, de faire des prototypes seulement. Mais si on veut que le 3D printing rentre dans le manufacturing, il faut qu'il s'intègre, qu'il devienne complémentaire, intégré avec les autres manières de fabriquer. C'est ça, c'est quelque chose d'important. Et là où on voit l'importance aussi de cette technologie, c'est pas dans le procédé lui-même, parce que vous avez plusieurs procédés de 3D printing, mais c'est le process. Comment gérer le 3D printing de manière informatique avec l'usinage traditionnel ou l'électroérosion, etc. Voilà. Là, je viens vous présenter un petit peu les problématiques qu'on a représentées dans le cadre de projet piloté par Airbus. Donc, justement, l'information, c'est quelque chose de plus important pour l'industrie d'aujourd'hui. Et les questions qu'on se pose à un patron d'entreprise, c'est comment faire une pièce mieux ou bien sous-traiter. Donc c'est toujours la question, hein. Bon, même si on veut ramener les pièces localement, mais la sous-traitance reste quelque chose d'important. L'usine ne peut pas tout faire. Comment produire de manière propre et plus légère, plus optimisée, et comment diriger de manière plus intelligente, etc. C'est les trois, je ne sais pas pourquoi il avance tout seul, les trois questions qu'on se pose tout patron d'entreprise. Et dans notre projet, on essaie de répondre à ça et proposer des outils, justement, pragmatiques pour répondre déjà à cette question. On voit ici l'image d'une entreprise. Vous savez que
l'entreprise, on peut présenter de manière pyramidale, parce qu'on n'est pas dans la lutte des classes, mais pour montrer où se trouvent les préoccupations de chaque étape, chaque niveau. Donc, vous avez au niveau le plus bas, dans un sens, c'est l'atelier. On doit se préoccuper de la qualité de la pièce. Au niveau un petit peu plus haut, on doit s'occuper de la durabilité du procédé, voilà, la sustainabilité ou la propreté au sens écologique du procédé. Et plus haut, on doit s'occuper de la productivité. Et évidemment, au niveau patron, il faut compter les sous. Est-ce qu'on fait des profits ou pas? Et quand on regarde ça dans l'entreprise, on voit que les décisions se prennent de manière à des échelles de temps différentes. Quand on s'occupe de la qualité de la pièce, on fait ce qu'on appelle du temps réel, en millisecondes. Et vous voyez, c'est un petit peu, on essaie de présenter ça. Et plus on va s'occuper de la profitabilité, c'est les questions du mois, d'année, etc., qu'on prenne la décision. Voilà, c'est juste pour mes partenaires, mes collègues vont rentrer plus dans les détails. Et dans le cadre de notre projet, on essaye de proposer des solutions ou des produits pour répondre à chaque niveau en fonction de l'échelle de temps de décision. Et l'idée aussi, c'est que on veut créer un bus, comme je vais passer à la slide différente, qui permet d'agréger toute l'information depuis l'atelier, depuis la machine-outil, depuis les copeaux, jusqu'au niveau de la direction. Et donc ça veut dire que vous avez deux flux de données, un flux de données pour diriger, contrôler les machines, jusqu'au stade qu'on appelle la commande numérique, hein, puisque si vous venez de l'industrie, vous connaissez ça. Et même aujourd'hui, ce qui manque aujourd'hui, c'est que le retour d'information est très mal connu. Donc beaucoup de sociétés, c'est encore les papiers qu'on colle pour donner les indications, etc. Et demain, on peut faire un bus complet qui permet justement de gérer les données depuis votre décision, votre objectif, pour fabriquer la pièce que vous souhaitez, et à partir de là, l'état de santé de la pièce, de la machine, tout ça est répertorié et remonté vers le niveau décisionnel. J'ai vu que dans le cadre de EPRJ, il y a aussi une société nouvelle dans le Jura qui propose des tableaux de bord justement pour piloter les structures de machines-outils, etc. Maintenant, l'usine du futur, la feuille de route que je résume un petit peu succinctement. Donc, il y a le socle minimum digital. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut pratiquement tous modéliser, transformer en données numériques. Et après, on peut faire des procédés plus intelligents. Et à partir de là, on peut parler d'usines virtuelles. Usine virtuelle, c'est une usine qui regroupe plusieurs usines réparties à travers le monde. Pour les informations de data flow, vous voyez que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce que vous désirez, donc tout ce que vous désirez peut être défini mathématiquement par les équations, et vous descendez jusqu'en bas, jusqu'à la machine. Et les deux flows de données sont aujourd'hui séparés. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Quand vous récupérez les données de la machine, c'est les données brutes, et ça rentre dans le processus que vous avez entendu parler aussi, ce que les informaticiens appellent les big data. Donc là, dans l'industrie, on travaille aussi avec les big data, mais là aussi, c'est encore un autre sujet, parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec ce que les informaticiens proposent non plus, de récupérer toutes les données de manière aléatoire et d'exploiter l'intelligence des données après. En tant qu'ingénieur, on dit que quand on récupère les données, on sait à l'avance qu'est-ce qu'on veut. Donc, ça n'a pas besoin de récupérer tout ou n'importe quoi. Vous voyez, c'est deux approches un peu différentes. Voilà. Le dernier point que j'aimerais présenter, il y a un terme aussi que j'ai cité, ce qu'on appelle le Cyber Physical System. Aujourd'hui, quand vous parcourez le PRJ, vous avez des logiciels informatiques qui vous permettent de modéliser ou bien de simuler. Mais il faut savoir que la simulation d'aujourd'hui est déconnectée de la réalité. Elle simule la réalité et elle est déconnectée de la réalité. Dans le Cyber Physical System, on essaie de récupérer des données réelles de ce qui passe et on optimise la simulation pour
on fait une boucle fermée d'optimisation pour que la simulation reflète l'état réel de l'atelier. Voilà, je vais terminer là. La suite, vous verrez qu'il y a des conférences beaucoup très intéressantes. Il y a le PFN, professeur Kirixis, qui va vous parler du cycle de vie, les bénéfices du programme FOF par EFRA, la plateforme technologique de Airbus par Kevin. Kevin va parler en anglais de nouveau, puisque Kevin est anglais. Mais vous pouvez poser des questions, on va vous aider à traduire. Et puis on va présenter les nouvelles générations de CM qu'on a développées dans le cadre de plusieurs projets avec l'école centrale de Nantes. Les méthodes de surveiller les machines à distance, etc., ou les tableaux de bord par le PFZ. Charmy, AG Charmy, qui a changé de nom encore une fois, donc GFMS, qui présente un découpage fin aussi avec une boucle de contrôle, etc. Et le dernier point, c'est l'harmonisation des processus automatisés par une société qui se trouve à Fribourg, qui est filiale d'un groupe indien. Voilà. Merci.